toi Sylvie pour ces mots d'introduction et c'est un immense plaisir pour moi de vous rejoindre aujourd'hui depuis l'île Maurice dans ce panel. J'ai le plaisir donc de commencer l'introduction. Je vais me permettre juste de vous partager mon écran pour la présentation de mon PowerPoint afin de pouvoir, voilà, hop. Est Je crois que vous voyez bien pardon, la présentation avec la fiche principale, n'est-ce pas, Oui. Sylvie? Parfait, très bien. Donc effectivement, nous allons commencer. Cette introduction sera tout simplement, touchera beaucoup de sujets qui seront évoqués par la suite par mes copanélistes. Donc parfois ce sera un peu moins détaillé, mais ne vous inquiétez pas, nous allons, en débattre par la suite. La transition vers un mode de règlement des différends entièrement virtuel, c'est quelque chose, comme l'a dit Sylvie, que nous avons beaucoup vécu dans les 2 dernières années et en fait, on sait que c'est possible aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Après, la question, c'est: est-ce que la transition va être douce ou est-ce qu'elle va être difficile? Il y a quelques jours, j'ai vu, le nom d'un autre événement, sur ce genre de thématique et il avait un titre plus que parlant: «Shift happens». Et s'il y a bien quelque chose qui arrive, surtout lorsqu'on est dans une pandémie, shift does happen. Donc, là, en matière d'arbitrage, on a un avantage qui est, incontournable, c'est la flexibilité et c'est bien quelque chose qui a été démontré au cours des 2 dernières années, hem, parce qu'il y a justement eu la possibilité de faire une transition vers un mode de règlement entièrement virtuel et en fin de compte, en regardant, heu, aujourd'hui en 2022, on peut même se demander pourquoi est-ce qu'on n'y arrivait pas plus tôt, puisque en fin de compte, une procédure arbitrale virtuelle, c'est en somme toute une facilitation de l'accélération de l'arbitrage. C'est une démonstration, plus que parlante de la flexibilité de la procédure. Donc, cependant, comme on va pouvoir le constater au cours de nos présentations, il peut y avoir des difficultés et il peut y avoir surtout des conditions qu'il faut respecter pour que la procédure puisse vraiment être virtualisée de manière optimale sans nuire à la bonne tenue de la procédure. S'agissant tout d'abord de où est-ce qu'on en était. Les moyens de résolution des litiges en ligne ont commencé à apparaître à la fin des années 90. C'est assez normal, c'est à peu près au moment où internet commence à être utilisé de manière plus élargie et où il y a davantage de facilité pour, faire des procédures en ligne. Mais tout d'abord, c'était des litiges extrêmement petits. Le groupe de travail de la CNUTSI sur le règlement des litiges qui se met en place tout de même 20 ans après le début de la virtualisation potentielle de certains litiges, a travaillé sur des notes techniques sur le règlement des litiges en ligne qui étaient liées uniquement à des, contrats internationaux de vente ou de services portant sur de faibles montants et de surcroît qui étaient conclus uniquement au moyen de communication électronique. Donc vous aviez une double condition, aussi bien le montant était faible et le moyen de signature du contrat était déjà elle-même sur un aspect moins matériel, plus dématérialisé. Donc jusqu'alors, on ne pensait pas nécessairement à une virtualisation pleine et entière des procédures arbitrales. Sauf qu'en 2020, comme tout le monde le sait désormais, difficile d'y échapper, la pandémie de Covid-19 a forcé, l'accélération de ces transitions vers une virtualisation des procédures et force est de constater que depuis 2 ans, on continue très bien à faire fonctionner des procédures arbitrales avec des répercussions limitées, en fin de compte, sur les calendriers de procédures et on a pu procéder, à des audiences et même conclure des arbitrages qui étaient en cours depuis une longue date et qui avaient été entièrement conçus et conceptualisés avant la pandémie. On a pu très bien les finir au cours des 2 dernières années. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients d'une procédure virtualisée de la procédure arbitrale? S'agissant des avantages, vous avez là, 4 exemples. La rapidité. C'est un moyen extrêmement efficace de faire la procédure arbitrale qui implique moins de transport, moins de voyages, qui permet donc de ne pas allonger dans le temps ou de parasiter en quelque sorte la procédure arbitrale par des temps, incompressibles de déplacement. Vous avez aussi
une limitation des coûts. Alors sur cela, c'est toujours, compliqué, mais comparativement, notamment, vous éliminez tous les frais de voyage, d'hôtel dans votre document. Vous vous retrouvez à limiter des coûts, même si vous devez, embaucher des interprètes ou ou des intervenants, des tiers intervenants qui vont assister dans la bonne mise en œuvre de la procédure arbitrale de manière virtuelle. En fin de compte, le coût est peut-être relativement plus compétitif. La disponibilité des documents, tout simplement parce qu'il y a une facilité d'accès aux documents dans un fichier commun, plutôt que ce que nous avons tous connu en arbitrage, qui va être la montagne de livres ou de binders communs qui vont être, envoyés dans des salles d'arbitrage. Et puis, dans le cas échéant, la transparence d'une procédure arbitrale peut être d'autant plus facilitée si elle est virtuelle, puisqu'il s'agira là de simplement le transmettre ou le basculer sur une plateforme adéquate. Donc, nous parlerons plus tard du type de plateformes qui peuvent être utilisées dans les procédures arbitrales, et je pense qu'on en parlera avec mes consoeurs par la suite. Il y a plus ou moins d'avantages en fonction des différentes plateformes, mais il est très facile de basculer sur une diffusion, en simultané ou légèrement retardée dans le cadre de de procédures virtualisées. S'agissant des inconvénients de la virtualisation d'une procédure arbitrale, en fin de compte, ceux-ci sont, essentiellement focalisés autour de la dépendance de sur la technologie et sur, en fin de compte, l'élément de confiance qu'on peut avoir dans cette procédure sur laquelle on a, en fin de compte, peut-être l'impression d'avoir moins le contrôle. Je souligne bien le fait qu'il s'agit essentiellement d'une impression. Tout d'abord, évidemment, la dépendance sur la technologie va avoir va soulever une difficulté majeure. Si tout d'un coup votre réseau saute ou Andrea, oui, bien ah, sûr, oui, je vais t'interrompre 2 minutes. On a un petit bien sûr. problème technique. Ah, Juste bien deux sûr. minutes. Est-ce que je peux te demander d'arrêter le partage d'écran 2 minutes? Je suis Ah, désolée pour oui, nos non, non, pas de spectateurs. souci. On règle Alors, juste un peu. je le mets en pause. Est-ce que là, c'est bon? Ah, est-ce que tu peux l'arrêter L'arrêter carrément? tout court? Oui, Très s'il bien, te plaît. pas de souci. Et, et lire le message. Ouais. Est-ce que Alors, tu peux, tu peux lire tes messages, s'il te plaît? oui, bien sûr. Alors, merci. C'est bien ce que j'avais. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'indiquer si celui-ci est bon? Voilà, très bien. Voilà, Merci. voilà les réalités. Je pense que notre auditoire et nos participants peuvent voir tous les défis qu'on a dans le règlement des litiges en ligne. C'est un exemple que nous venons d'avoir. Nous qui Absolument. pratiquons, nous savons de quoi il est question. Donc, voilà, ce sont les aléas du direct aussi. Donc, merci Andrea, et nous allons reprendre, mais il était nécessaire de Non, non, régler non, bien ce sûr. petit incident technique. Merci Mmh, beaucoup aussi à FEF. Voilà, merci. pas de souci. Nous te laissons continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour ces difficultés. Effectivement, lorsqu'on parlera j'ai cru apercevoir, une photographie d'un événement quelque peu plus gênant dans le cadre des présentations PowerPoint de mes collègues. Je suis très heureuse malgré tout que cela soit limité à la seule, partage de notes, même si ce genre de choses peut avoir un impact peut-être un tout petit peu plus grave. Imaginons par exemple lorsque vous avez des notes dans une procédure arbitrale et que vous êtes en train de faire votre closing statement et que le tribunal arbitral et surtout votre opposant en fin de compte peut voir, vos notes. Bon, cela étant dit, merci beaucoup mesdames et merci à tous pour votre patience. Donc, s'agissant je parlais donc des défis, ou des inconvénients parfois qui peuvent être soulevés par rapport à cette impression que nous perdons parfois le contrôle ou que nous pourrions être en train de perdre le contrôle sur la procédure, et j'insiste vraiment sur ce côté de l'impression parce que en fin de compte, lorsque vous êtes, dans une salle d'audience, vous n'êtes pas non plus
absolument dans le contrôle permanent de ce qui va se dérouler. Donc le premier, donc, c'est la dépendance sur la technologie, puisqu'il peut y avoir des problèmes de réseau, il peut y avoir des problèmes de compatibilité, il peut y avoir des écrans qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Vous pouvez là aussi avoir une difficulté qui est le fait que vous avez une multiplication des environnements à prendre en considération. Vous nous voyez tous ici avec un background unique qui a été aimablement fourni par Pensverillo, mais lorsque vous avez, bien que nous ayons toutes la même backdrop, nous sommes dans 5 lieux différents. Nous sommes dans des situations avec des connexions Wi-Fi différentes, nous avons des luminosités différentes, nous avons des horaires différents. L'ensemble de ces éléments va donc être autant de défis à relever dans la bonne gestion d'une procédure arbitrale virtualisée. Maintenant, qu'est-ce que l'on veut dire lorsqu'on parle de règlement des différends virtuels? Alors, on peut parler de différentes choses. Il a été évoqué dans d'autres formations dans le cadre de cette série réalisée ici, que peut-être les procédures documents only pourraient être qualifiées de différends virtuels, de règlement des différends virtuels. Alors, qu'est-ce que d'abord est une procédure documents only? C'est une procédure qui, comme son nom l'indique en anglais, se fonde uniquement sur les écrits et où il n'y a pas de rencontre prévue entre les différents acteurs. Mais il convient de noter que dans la plupart des pays, même si cela est autorisé, même dans la plupart des règlements, c'est une procédure qui est dérogatoire et elle exige l'accord des parties et surtout, parce que dérogatoire, elle peut à tout moment être reversée en procédure qui va donc avoir lieu avec une audience. Malgré tout, le fait qu'il s'agisse d'une procédure qui se tiendrait sans, en principe, la tenue d'une audience, je ne pense pas qu'elle puisse être vraiment qualifiée de virtuelle, puisque, en fin de compte, c'est un type de procédure qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait disponible et qui est pertinent dans de nombreux cas, notamment justement lorsqu'il y a des faibles montants où il n'y a pas nécessairement d'intervention d'experts ou de témoins. Et parce que l'absence d'audience ne devrait pas donner l'impression qu'en fin de compte, on a un règlement virtuel. On a le règlement d'une procédure qui est uniquement écrite, comme d'ailleurs c'est possible en droit français depuis janvier 2020. Le règlement des différends virtuels, à mon avis, va davantage concerner des procédures qui sont virtualisées, dans lesquelles vous avez un règlement des différends qui se fait à l'écrit et à l'oral, et où, en fin de compte, vous avez une virtualisation ou une distancialisation, si je peux me permettre, de la procédure, avec une audience en distanciel, avec des individus qui sont dans différents lieux, et une dématérialisation des échanges, où, en fin de compte, vous ne recevez plus l'original avec la signature manuscrite de votre interlocuteur, mais en fin de compte, une signature électronique. Lorsqu'on a une procédure virtualisée, avant même de commencer, et cela sera développé davantage en détail par mes consoeurs, il faut vérifier si cela est possible en fonction du droit du siège de la procédure, en fonction du règlement d'arbitrage qui régit la procédure, et en fonction même des ordonnances de procédure qui ont déjà été rédigées ou de l'acte de mission qui s'applique à la procédure. Dans tous les cas, l'accord des parties doit être sollicité, notamment dès lors qu'il s'agit d'un moyen d'entendre la procédure qui est tout à fait dérogatoire. Même si nous allons le voir davantage en détail par la suite, je me permets de vous indiquer à cette occasion que l'ICA, International Council on Commercial Arbitration, a développé une série d'études sur le droit du siège par rapport à la virtualisation des procédures. Et parmi les pays africains qui ont été étudiés, notamment l'Afrique du Sud, le Bénin, l'île Maurice et le Zimbabwe, il est important de constater que l'audience arbitrale n'est pas obligatoire en présentiel. Elle peut se dérouler de manière tout à fait virtuelle. Cependant, dans certains domaines, il serait possible que, d'après certains praticiens dans d'autres droits, il pourrait être possible de déduire de l'obligation de tenir une audience le fait que l'audience se déroule en présentiel plutôt qu'à distance. Alors, en tous les cas,
Les deux principes qui doivent être respectés à tout moment dans le cadre de la procédure arbitrale virtualisée ou non vont être le droit des parties à un traitement égal et à avoir la possibilité adéquate de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens. Ces principes fondamentaux sont nécessaires pour que non seulement la procédure se déroule paisiblement, mais aussi pour que cela mène à une sentence qui pourra être reconnue et exécutée sans risquer l'annulation ou un refus d'exéquatur dans l'un ou que ce soit dans le siège ou dans d'autres juridictions. Cela a impliqué au cours des 2 dernières années de la mise en œuvre de meilleures pratiques ou de la définition de meilleures pratiques par les différentes institutions arbitrales. Et par exemple, à la CPA, nous avons eu un exercice continu entre conseillers juridiques pour affiner notre approche et pour améliorer le service à chaque fois sur mesure qui est rendu aux parties. Donc, je vais me permettre de vous donner ici quelques petits exemples, même si nous allons là encore les développer davantage en détail par la suite. Il y a 3 problématiques principales qui se sont posées au cours de ces 2 dernières années à la Cour permanente. Tout d'abord, l'inégalité entre les parties dans l'accès aux technologies. Ensuite, les différences horaires. Nous avons eu des procédures arbitrales où nous avions, pour vous citer un exemple uniquement, le président du tribunal arbitral était en Australie, sur la côte est de l'Australie. L'un des co-arbitres était en Europe. Un autre co-arbitre était sur la côte est des États-Unis. Donc là, nous avons déjà, je pense, 8 time zones différentes. Vous aviez des témoins qui participaient depuis l'océan Indien et vous aviez des avocats en Europe et aux États-Unis. En fin de compte, voilà, nous avions des différences horaires extrêmement grandes avec une amplitude horaire très forte. Et en fin de compte, l'audience d'arbitrage s'est déroulée sur un laps de temps de 3-4 heures par jour, parce que c'était seulement sur ces horaires-là sur lesquels chacun pouvait plus ou moins se rendre disponible. Et bon, cela, c'était à un moment où les voyages étaient absolument impossibles dans les différentes... à cause des différentes restrictions dans les différents pays, mais c'est posé une fois que les frontières se sont rouvertes et que les procédures de déplacement se sont assouplies, c'est posé la question des procédures hybrides. Est-ce que cela est légitime? Est-ce que cela est adéquat ou non? Alors, faut-il à ce moment-là que le tribunal arbitral accepte de recevoir une partie en présentiel ou non? Je vais laisser la question ouverte puisque Sylvie, si cela te convient, je pense qu'on en débattra par la suite avec mes consoeurs. Et je passerai là maintenant plutôt aux problématiques pratiques sur comment est-ce que nous avons à la Cour permanente d'arbitrage mis en place les procédures virtualisées. Alors, je tiens à dire que la CPA n'avait pas attendu la pandémie pour déjà faire des procédures en ligne. C'est tout simplement qu'en 2020, nous avons basculé sur quasiment une quasi-totalité d'audiences qui se sont déroulées en ligne. La CPA avait déjà l'expérience de faire de telles procédures et tout simplement, nous avons affiné la pratique et tout simplement par la multiplication des audiences qui se sont déroulées ainsi. Donc, la première chose qu'il est important de faire, c'est l'appel test. Alors, je suis en train d'organiser en ce moment même une audience, donc cela fait partie de mon travail de ce matin. C'est tout simplement organiser la mise en place d'un appel avec l'ensemble des parties, l'ensemble des intervenants. Si vous avez des interprètes, si vous avez des traducteurs, si vous avez des sténographes, impliquer absolument tout le monde, vérifier que la plateforme est adéquate et surtout demander des retours d'expérience. Alors ce point-là, c'est peut-être l'aspect peut-être le plus important sur lequel nous avons travaillé à la CPA puisque, en fin de compte, la vérification semble couler de source. Les retours d'expérience vont être nécessaires pour bien vérifier que la procédure pourra se dérouler comme on le souhaite et pour vérifier que chacun est à l'aise avec la manière dont cela s'est déroulé. Un exemple tout simple va être le retour d'expérience des interprètes. Est-ce que les participants sont en train de parler trop vite? Est-ce que les microphones sont bien mis? Est-ce que le sténographe est en train de taper ou un logiciel qui est adapté par rapport au rôle de l'interprète ou pas? Le retour d'expérience va se faire vraiment par rapport à l'expérience de l'appel test et va pouvoir mener
éventuellement même à la multiplication des appels tests, voire à des appels tests qui vont être limités à certains types de problématiques. Alors Sylvie, je suis désolée, est-ce que je peux te demander combien de temps il me reste encore pour faire la présentation? Tu as du temps, vas-y. Très bien, merci beaucoup. Donc, par la suite, l'appel test va permettre justement de dégager les points importants qui vont être développés dans l'ordonnance de procédure sur la virtualisation. Alors, les retours d'expérience vont justement permettre de vérifier que tous les points de friction auront pu être levés et vont pouvoir permettre aussi d'anticiper les questions des parties. Il est important de remarquer que cette ordonnance de procédure sur la virtualisation, il est pertinent d'en soumettre un projet aux parties pour leur approbation et pour leurs commentaires. Peut-être davantage que, comme pour la première ordonnance de procédure en fin de compte, qui va justement organiser la procédure arbitrale. Ici, nous organisons l'audience ou les réunions arbitrales qui vont avoir lieu. Et malgré le fait qu'il y aura eu un appel test et que beaucoup des points auront déjà été dégagés, il est toujours pertinent de demander aux parties leur retour par écrit. Dans cette ordonnance de procédure, on va venir anticiper les difficultés techniques éventuelles, donc les moyens de communication, par exemple, par moyens séparés de Zoom ou ou de la plateforme vidéo choisie. Les options pour rejoindre la procédure par téléphone en cas de déconnexion, des contacts d'urgence, voilà, un ensemble d'éléments qui vont justement permettre que la procédure se déroule le plus facilement et la plus souplement possible. Le calendrier de procédure va être adapté, donc comme je l'évoquais tout à l'heure sur l'amplitude horaire, tout d'un coup on va se retrouver à devoir jongler avec peut-être des journées plus courtes, mais en plus grand nombre, ou justement des journées qui vont être morcelées afin de correspondre aux zones horaires de chacun. Les conditions d'accès vont être déterminées. Donc ici, vous avez, pour ce webinaire, vous avez eu un accès en tant que participant différent de celui des panélistes. Ça va être la même chose en fin de compte pour une procédure arbitrale. Vous allez avoir les tribunaux, les parties qui vont avoir des conditions d'accès qui vont être identiques, mais ensuite elles vont être séparées dans différents salons. Et elles vont avoir des formes d'accès différentes. Parfois, vous allez avoir dans des ordonnances de procédure l'exigence d'apparaître avec les vidéos, parfois non. Vous allez avoir des noms qui vont être fixes, qui vont être déterminés dans l'ordonnance de procédure, cela afin de garantir justement que la procédure arbitrale se déroule soit in camera, donc unique de manière confidentielle, soit de manière vraiment en ne laissant que les intervenants autorisés à participer à la procédure arbitrale. Tout cela afin de garantir la confidentialité qui est donc l'un des points importants et comme on l'a vu tout à l'heure, l'un des points qui peut être perçu comme étant un inconvénient de la procédure arbitrale virtualisée. Alors pratiquement, comment est-ce qu'on va se transporter dans une procédure arbitrale virtualisée? Il y aura plusieurs possibilités. Ici, où il y aura déjà le choix de la technologie, le choix de la plateforme, que ce soit Zoom, Cisco Webex, BlueJeans, Kudo, iNetwork, Tixeo, Microsoft Teams, vous en avez une pléthore. Et après, il va y avoir des problématiques qui vont se mettre en place. Alors, par exemple, il fut un temps où il y a eu le Zoom bombing, où beaucoup de personnes ont pensé que cela mettait en péril la confidentialité de Zoom. En fin de compte, c'était un bug qui a été réparé par la suite. Zoom aujourd'hui est peut-être considéré comme l'une des plateformes les plus sécurisées pour justement procéder à des audiences arbitrales. Vous allez avoir aussi des plateformes qui sont plus adaptées à certains types de procédures arbitrales. Donc, par exemple, Kudo, KUDO, est une plateforme qui peut se révéler particulièrement utile dans une audience exigeant un fort soutien d'interprétation, puisque c'est une plateforme qui va avoir des interprètes déjà
formés à la plateforme et qui vont déjà être embauchés même ou disponibles à travers la plateforme. Donc, à la Cour permanente d'arbitrage, nous avons développé une certaine flexibilité question plateforme utilisée. Nous avons utilisé notamment Zoom au cours de ces différentes années, puisque nous l'avons identifié comme la plateforme qui correspond le mieux aux besoins généraux des procédures arbitrales, avec les salons séparés pour les parties, la salle d'attente, la possibilité de contrôler le microphone des personnes qui l'oublient systématiquement, typiquement l'arbitre ou l'avocat qui va oublier qu'il n'a pas enlevé son mute et qui va commencer à parler dans des termes plus qu'inadéquats ou en off, ou soi-disant en off. Je pense que je vois Atina sourire, donc je pense qu'elle sait exactement de quoi je parle. On y a tous vécu. Voilà. Donc, c'est justement Zoom aura été identifié comme la plateforme qui correspond le mieux, mais évidemment, tout le monde n'a pas accès nécessairement à Zoom ou tout le monde ne souhaite pas accéder à Zoom. Et donc, on va être extrêmement flexible à la Cour permanente d'arbitrage pour s'adapter aux différents types de technologies choisies. S'agissant des problématiques clés, elles vont dépendre en fonction de la mise en œuvre plutôt de la réponse à chacune de ces problématiques va dépendre de chaque plateforme. Mais par exemple, sur Zoom, lorsque vous souhaitez vraiment rendre confidentiel ou le plus sécurisé possible une procédure arbitrale, vous allez avoir différents moyens à travers la mise en place de mots de passe qui vont changer quotidiennement, des limitations de la communication de l'invitation à uniquement certaines personnes, etc. Sylvie, je suis en train de me rendre compte que la dernière slide, je vais la sauter tout simplement parce que je pense que cela va être couvert en grand détail par l'une de mes consoeurs. Donc, je propose de tout simplement clore par une petite conclusion. Vous avez ici une photographie d'une audience hybride à la Cour permanente d'arbitrage, plus précisément dans le salon japonais. Alors, je réponds donc d'avance à la question, est-ce que les procédures hybrides sont possibles? Oui, évidemment, c'est un petit spoiler, mais la question est comment et dans quelles circonstances? La transition, en fin de compte, vers la virtualisation, elle est faite, elle est acquise. La question maintenant va être plutôt, est-ce qu'elle va être pérenne? Est-ce qu'on va continuer, malgré le retour des vols, malgré le retour de la flexibilité des déplacements, malgré l'absence du port du masque désormais dans certains endroits, est-ce qu'on va vraiment retourner à la pratique d'avant avec des audiences arbitrales qui s'étendent sur 2-3 semaines dans un seul lieu en concentrant les arbitres et les avocats dans une seule salle, ou est-ce qu'on va justement s'assouplir vraiment grandement avec une virtualisation partielle ou entière des procédures arbitrales? C'est encore à voir. Mais je pense que ce qu'on peut constater, c'est que la pandémie aura eu l'avantage de bousculer un peu les habitudes et de garantir que justement, de montrer que cela est possible et de garantir à chacun qu'en fait l'arbitrage est tout à fait prêt à répondre à cette problématique de la virtualisation. Voilà. Je vais donc passer la main donc à Atina, je pense, Sylvie?